Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Construire sa visibilité en ligne, un podcast par Maël et Zélie. Dans ce podcast, nous allons décrypter pour vous le monde complexe du SEO afin de vous donner des clés concrètes pour améliorer votre site web. Je suis Mathilde et je serai votre guide dans votre quête d'une meilleure visibilité en ligne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de quelques personnes. Tout d'abord, il y a ma collègue, Lorraine. Bonjour. Il y a mon boss, Mathieu. Bonjour. Et il y a Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Au cours de cette série de podcasts, notre équipe va vous partager des conseils pratiques, des stratégies efficaces et des astuces pour améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Le but ? Attirer plus de trafic qualifié sur votre site et transformer ses visiteurs en clients fidèles. Que vous soyez novice en SEO ou que vous souhaitiez simplement en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons commencer par la base. Comprendre ses buyers persona et établir son ciblage. Beaucoup ne poussent pas suffisamment cette partie de l'étude de marché et se retrouvent avec des lacunes pour comprendre les frustrations et les besoins de ses prospects. Le but de construire ces personas de façon détaillée est d'ensuite pouvoir proposer du contenu adapté à sa cible grâce à l'inbound marketing afin de la mener jusqu'à l'achat et surtout à la fidélisation. J'ai plein de questions pour toi déjà. Je t'en prie Olivier. Un buyer persona, c'est quoi ? Alors le buyer persona, ce sera le client idéal. D'accord. Et l'inbound, c'est quoi en fait de l'inbound marketing ? L'inbound, en fait, c'est une technique marketing qui est plutôt récente. On en parlera davantage après. D'accord. Mais c'est le fait de vraiment attirer son prospect vers soi. Donc on va lui donner de l'information, du contenu. On va vraiment le nourrir d'informations avant l'achat. D'accord. Ok. C'est l'inverse du porte-à-porte. Exactement. C'est ça. Ok. Non, mais voilà, c'est important, je pense, pour les auditeurs, clairement, qu'ils sachent effectivement de quoi on parle. Ouais, inbound. Yes. Inbound. Non, on est dans une démarche plutôt douce où on va se positionner sur les moments de recherche de nos futurs clients plutôt que d'aller les chercher là où ils sont et les attirer vers nous. Un exemple peut-être ? Ouais, tout à fait. On va prendre un petit exemple pour expliquer ça. Alors en plus, on va prendre un exemple qui fait du bien au moral. Ouais. Je vais vous demander de replonger en adolescence. Vous êtes en vacances, il fait beau. Vous y êtes ? Ouais, carrément. Ouais, on y est. Totalement. Ok, top. Moi aussi, j'y suis. Et là, vous remarquez quelqu'un au loin qui vous plaît. Donc là, c'est votre client cible. Cependant, vous êtes quelqu'un de timide et vous n'osez pas lui adresser la parole directement, mais vous avez quand même envie de le séduire. Alors vous tentez une approche, vous lui faites parvenir un petit mot d'amour via un des animateurs. Ça, c'est le direct mail marketing. Résultat, c'est un vent monumental. Mais vous ne désespérez pas et poussé par votre groupe d'amis, vous vous trouvez en face de cette personne pour la première fois et le plus maladroitement du monde, vous lui demandez « veux-tu sortir avec moi ?» Bon, appel à froid, sans étonnement, c'est un râteau monumental. Aïe. Ouais, aïe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, vous avez cherché tout de suite à conclure sans avoir entamé la conversation. Alors que, franchement, si vous aviez initié la conversation, donc là, on va prendre l'exemple de la création de contenu sur des sujets qui le passionnent, donc plus du référencement, hein, ça l'intéresse. Et en fait, avec ces deux techniques donc d'inbound, vous auriez considérablement augmenté vos chances de conclure. Donc là, c'est votre taux de conversion. Alors bon, la prochaine fois, vous ferez en sorte de bien comprendre votre cible pour la séduire et ensuite, vous dégainerez une petite stratégie d'inbound. Et là, je pense que vous seriez plus à même de conclure avec votre amoureux. Ce qui veut dire que Jean-Claude Duss aurait dû s'adresser à Maël et Zélie ? Tout à fait, mais on l'attend d'ailleurs. Hein. On l'attend de pied ferme. Est-ce que tu penses qu'il a conclu depuis ou non, toujours pas ? J'espère pour lui. Est-ce que c'est lui ou nous qui était pas à la bonne époque ? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Bon, ça vous intéresse ? Je vais vous expliquer tout sur ce sujet, sur le ciblage, sur l'inbound, et on va découvrir ça tous ensemble. Allez, feu. Super. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un buyer persona ?
On a commencé un petit peu à l'expliquer avant, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc d'abord, imaginez ceci. Vous avez donc un site web, une boutique en ligne, et vous souhaitez attirer plus de visiteurs qualifiés, susceptibles de devenir vos clients. Donc pour ce faire, il est essentiel de comprendre qui sont ces visiteurs, quels sont leurs besoins, leurs préoccupations et leur comportement en ligne. Donc c'est là qu'interviennent les buyers persona. En gros, pour faire simple, un buyer persona, c'est une représentation semi-fictive de votre client idéal. Concrètement, il est basé sur des données réelles et il vous aide à mieux comprendre votre public cible et à créer un contenu plus pertinent et plus efficace pour répondre à ses besoins. Jusque-là, c'est clair. Très bien. Et on va rentrer davantage dans le vif du sujet. En fait, on va se demander comment on crée des buyers persona efficaces. Donc tout d'abord, on commence par recueillir des données sur vos clients existants. Donc ces données, elles peuvent être leur âge, leur sexe, leur emplacement géographique, leurs intérêts, leur comportement d'achat, toute autre chose qui peuvent vous sembler essentielles selon votre secteur d'activité. Évidemment, je pense qu'on n'a pas les mêmes types de données principales selon le secteur d'activité. Et ça, c'est aussi à nous, en tant que professionnels, de vous aider à déterminer ça lors des entretiens, quand on apprend à vous connaître, à connaître votre entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, Mathieu, lors des débuts de rendez-vous. Ouais, totalement. Et je pense qu'il est important de le rappeler aussi, c'est que ça s'adresse pas uniquement aux entreprises qui vendent aux particuliers, mais c'est d'autant plus important pour les entreprises qui justement font du business avec d'autres entreprises. Sur le marché du B2C, je pense que le travail du persona est globalement fait ou moyennement fait. Par contre, sur le B2B, là où nous on exerce 90% de notre activité, c'est très compliqué. Oui, c'est des collectivités, oui, c'est tel fournisseur, oui, mais en fait, ils connaissent pas vraiment qui est leur prospect, qui est leur client. Et ce travail-là, il est hyper important. Et donc, à partir de ces données, on va pouvoir réussir à créer des personas assez détaillés. Et en fait, on considère qu'ils vont représenter différents segments de votre public cible. Si j'ai un petit conseil à vous donner, on n'oublie pas de mettre régulièrement à jour ces personas en fonction de ces nouvelles données et des évolutions du marché. C'est quand même mieux, quoi, de pas rester sur Jean-Claude d'il y a 10 ans. Le business, c'est évolutif. Complètement. Donc maintenant, on va parler de l'importance du ciblage dans le contexte du référencement. Que lorsque vous comprenez parfaitement qui sont vos buyers persona, vous pouvez créer un contenu optimisé pour les mots-clés qu'ils utilisent, pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations, et pour leur offrir une expérience utilisateur plus personnalisée sur leur site web. En bref, tout ça contribue à améliorer votre classement sur les moteurs de recherche et donc ça attire plus de trafic qualifié toujours sur votre site. Une fois que vous avez identifié vos buyers persona, vous pouvez commencer à segmenter votre public et à personnaliser votre contenu et votre stratégie SEO pour chaque segment. Par exemple, si vous avez un buyer persona donc qui est un professionnel qui est occupé à la recherche de solutions rapides, vous pouvez créer par exemple du contenu vidéo. C'est des conseils pratiques et des astuces rapides. Mais par contre, si vous avez un autre persona d'acheteur qui est lui très passionné par un sujet, qui est à la recherche donc d'informations détaillées, là vous pouvez créer du contenu plus textuel, plus approfondi. Et le petit tips, c'est de pouvoir peut-être mettre un formulaire pour pouvoir lui offrir, donc contre vos données, un livre blanc. Ça répondra sûrement à ses besoins et après pour le convertir, ça peut être un bon moyen. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu. Ouais, tout à fait. Le moyen d'initier un premier contact, c'est de donner un petit peu le change, d'appâter le persona avec un contenu qui va l'intéresser et de lui proposer à travers un livre blanc, un guide beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, des données qui va l'intéresser en échange de son email, en échange de son adresse, en échange de son numéro de téléphone. Ce qui permet, voilà, c'est gagnant-gagnant. Lui, il a un support hyper qualitatif pour ce qui l'intéresse. Et nous, on récupère une information qualitative pour pouvoir le recontacter derrière. S'il est intéressé par le contenu qu'on lui propose, il sera
potentiellement intéressés par nos services. Et l'idée ici, c'est en échange d'un conseil, on récupère un email ou une donnée qu'on veut qualifier. Ce qui veut dire en fait qu'on s'adresse pas à un seul persona et même si on a défini son client cible, son client idéal, dans ce client idéal-là, il y a différents encore types de clients. Enfin, il y a différents types de personnes. Il y en a qui lisent, il y en a qui écoutent, il y en a qui regardent. Et donc, il faut s'adresser sur différents canaux. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Finalement, tout dépend. Chaque cible aura un segment et en fait, on ne s'adresse pas de la même manière à une personne. Même, on peut prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Selon à qui on s'adresse, on va pas avoir le même type de formulation, le même type de demande. Au final, en marketing, c'est assez similaire. Si tu veux, j'ai un exemple. Hier, j'étais au téléphone avec un prospect qui, voilà, on discutait un petit peu des stratégies qu'on pouvait mettre en place avec lui. Donc en fait, il vend des autocollants, grosso modo, à mettre sur des équipements sportifs, donc typiquement un jet ski, une motocross, un scooter. Donc pour lui, c'est entre guillemets le même produit, c'est un autocollant qui va venir poser. Par contre, s'il s'adresse à des adolescents qui ont un scooter, il sera très certainement plus pertinent de produire du contenu vidéo pour TikTok, avec une mise en valeur des produits qu'il va vendre. Par contre, si c'est du jet ski, c'est une cible, c'est un persona un petit peu différent, avec un budget différent, qui va plutôt s'intéresser à des contenus sûrement plus textuels ou infographie, pour le même produit, entre guillemets, s'adresser à deux cibles différentes sur deux canaux différents. Donc là, voilà, si on n'étudie pas correctement le buyer persona, à la fois l'adolescent, à la fois l'adulte qui fait du jet ski, on n'adresse pas au bon endroit et on ne touche pas. Du coup, là, l'idéal, c'est d'avoir justement cette étude sur à qui on vend et où est cette audience. C'est ça. Et en fait, cette étude, au-delà de ça, je trouve aussi que c'est important de le rappeler. Ça permet surtout d'éviter des grosses erreurs, c'est-à-dire par exemple faire toute une campagne marketing orientée sur TikTok alors que sa cible n'est pas du tout sur TikTok. En fait, je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire tiens, il faut que je sois absolument sur tous les réseaux sociaux ou il faut que je sois présent sur telle ou telle plateforme. Et en fait, quand ils étudient de près leur cible, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout là. Ils vont peut-être toucher plein de personnes, mais pas du tout une cible qualifiée. Et donc, c'est à la fois de la perte de temps, de la perte d'argent, et en même temps pour des retombées qui ne seront pas là. Donc, c'est aussi important d'avoir ça en tête. C'est effectivement, ça permet d'affiner et surtout de gagner en efficacité et de pouvoir faire des choix stratégiques vraiment pertinents par rapport à leur activité. Merci Lorraine. Mais de rien. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ? Moi, je découvre, donc j'espère que ça va apporter beaucoup de choses aussi à vos auditeurs, parce que oui, moi j'apprends plein de choses en même temps, donc je suis toujours très heureux d'être avec vous trois. Plaisir partagé. Oh Trop fort. Et donc je vous propose de revenir un petit peu sur la notion d'inbound marketing. Je vous propose un petit point historique pour contextualiser un petit peu toute cette notion qu'il y a autour de l'inbound. En fait, pendant des décennies, donc le marketing traditionnel, qui est également connu sous le nom d'outbound marketing, c'est un peu des gros mots, partons sur marketing traditionnel, c'est bien aussi. Carrément. En fait, ça dominait le paysage et pour faire simple, il s'agissait essentiellement d'une approche axée donc sur la diffusion de messages publicitaires de façon assez intrusive. Et le but, c'était d'attirer l'attention des consommateurs. Donc, pour prendre des exemples concrets, c'est vraiment de la publicité télévisée, des annonces imprimées, des appels téléphoniques à froid. Mais bon, les sociétés changent, les technologies évoluent. Et en fait, avec l'avènement d'Internet et l'évolution des comportements des consommateurs, cette approche, elle est devenue de moins en moins efficace. Donc en fait, les consommateurs sont devenus de plus en plus habiles à filtrer et surtout à éviter les publicités traditionnelles. C'est un petit peu devenu la bête noire. Et en fait, ils voulaient désormais un contrôle quasi total sur leur expérience en ligne. Ils étaient aussi plus enclins à rechercher activement des informations plutôt que d'être bombardés par des messages publicitaires. Et en fait, c'est là que l'inbound marketing rentre en jeu.
En fait, c'est une notion qui est apparue donc en 2006 quand Dharmesh Shah et Brian Halligan ont créé HubSpot. Est-ce que tout le monde est OK avec HubSpot? Alors, ici autour de la table, peut-être. Oui. Dans les écouteurs, je suis pas sûr. Très bien. HubSpot, c'est un... Alors moi, je suis pas très familière d'HubSpot. Au final, je sais que c'est un site dédié au marketing. Toi, Mathieu, tu dois peut-être être plus à même d'HubSpot. Un petit peu, oui. Je pense que c'est un logiciel CRM, Customer Relation Management, qui va permettre de mettre en place des campagnes justement d'inbound marketing et de pouvoir suivre l'efficacité de ces campagnes. Très bien, merci à toi. À vérifier. On en sait un peu plus sur ce CRM, apparemment. À vérifier. Et donc en fait, au moment où ils ont créé HubSpot, ils ont commencé à mettre en ligne du contenu pour aller vers le consommateur. Et en fait, l'inbound marketing, on va la définir comme une approche plus holistique et plus axée donc sur la création de contenu pour attirer, engager et convertir le prospect donc de manière organique. Au lieu de pousser des messages publicitaires vers les consommateurs, en fait, l'inbound, elle vise à vraiment attirer le consommateur vers votre marque en fournissant du contenu donc qui est utile et surtout pertinent et qui répond à leurs besoins et à leurs préoccupations. Et c'est là qu'on revient en fait à cette notion de buyer persona qui est hyper importante pour pouvoir produire le contenu pertinent et utile. Donc en fait, pour résumer, l'inbound marketing, ça repose sur 4 étapes clés, à savoir attirer, convertir, conclure et fidéliser. On va prendre un petit exemple. Donc tout commence par la création de contenu SEO pour attirer des visiteurs vers un site web. Ensuite, vous pouvez convertir ces visiteurs en prospects en les incitant par exemple à fournir leurs coordonnées via des formulaires de contact ou des appels à l'action. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez conclure la vente en fournissant des informations et des ressources donc pertinentes toujours pour aider les prospects à prendre une décision éclairée. Et en fait, ça peut passer par des fiches produits qui sont détaillées ou des articles de blog. Et nous, en SEO, c'est ce qu'on fait beaucoup pour aider nos clients, notamment qui ont des sites d'e-commerce, pour pouvoir se différencier et surtout pouvoir donner une valeur ajoutée à leur offre ou à leur service. Ouais, puis ce qui est un petit peu important là-dedans, c'est de se dire aussi que chez Mail.easy, on n'accompagne pas des grandes marques, donc qui sont pas connues du grand public. Le fait de connaître justement son client idéal, c'est de pouvoir lui adresser un contenu sur un besoin spécifique. Alors au-delà de lui apporter du conseil, c'est aussi montrer sa marque. Donc c'est un côté aussi notoriété. Et on s'en rend compte un petit peu dans nos suivis mensuels que généralement, entre le début d'un accompagnement SEO et le 8, 10, 12 mois, en fonction de la durée, ou 24 mois, après, il y a des gens qui durent plus longtemps, le nom de la marque, le nom du client est en fait de plus en plus tapé. Ce qui prouve bien que, à force d'être découvert à travers de nos différentes stratégies, il y a une espèce de notoriété qui se fait, et les gens commencent à taper directement le nom de la marque. Et ça, clairement, c'est plutôt un signe encourageant pour continuer et développer ces stratégies. Et surtout fidéliser, parce que c'est aussi ça le plus important au final, c'est de pouvoir continuer à fidéliser ses clients et surtout en continuant à leur fournir un contenu de valeur et aussi un excellent service après-vente. Ça fait partie du business, pour ainsi dire. Tout à fait. Donc vous l'aurez compris, l'inbound marketing n'a que des avantages quand on s'adresse à la bonne cible. Il y a aussi quelque chose d'important dans le travail du persona, c'est le côté travailler sur les frustrations de ses clients. Pouvoir connaître un petit peu les points, entre guillemets, les points faibles de ses clients, c'est hyper pertinent pour derrière construire le contenu d'information sur lequel on va être rechargé. Mais le plus important, c'est sur la page de conversion et de lui adresser exactement ce à quoi notre produit va répondre, c'est-à-dire régler son problème, traiter son besoin. Et clairement, ici, en travaillant cet aspect-là, c'est win-win, clairement. J'ai envie de dire dur.
Non, gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, J'adore. Dur. Douleur, urgence et reconnaissance. Ah, je l'avais pas. Ah bah merci. Tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Effectivement. Dur dans ces cas-là. Je plus sois. Non, c'est vrai que c'est super important. Et en fait, on se rend compte aussi que c'est aussi des fois sur des frustrations de la part de clients que sont nées des fois les idées de start-up ou de boîtes qui ont explosé. Je pense par exemple à Feed, l'entreprise qui du coup a créé des repas alors en poudre, enfin à prendre très facilement, très rapidement. Et à la base, c'est parce que il y avait que ce soit pour alors leur première cible, il me semble que c'était les gros geeks de jeux vidéo qui du coup en fait voulaient passer le plus de temps possible devant l'écran et qui, quitte à justement ne pas bouger de leur chaise pour aller faire les courses, c'était une tare. Et du coup, ils ont créé cette solution. Au final, ça s'est développé, ça a aussi aidé, ça répond aussi à un besoin de la part de sportifs, de la part de personnes qui travaillent énormément dans la journée et qui ont du mal à prendre une pause déjeuner. Donc du coup, de leur permettre de pouvoir gagner du temps là-dessus. Et en fait, c'est vrai que c'est important. Les frustrations, en fait, sont souvent des gros leviers d'action. C'est pas le client potentiel qui va faire l'effort de se dire tiens, pourquoi cette marque elle est vachement avantageuse par rapport à une autre. C'est au plus vous montrerez et vous serez force d'argumentation et de réassurance, au plus vous vous assurerez en fait d'être convaincant et de conclure, comme disait Mathilde au début. On revient toujours à Jean-Claude Duss. Exactement. Allez Mathilde, on continue avec toi si tu veux bien. Donc finalement, en adoptant une approche centrée sur le client et en fournissant du contenu de valeur, vous pouvez attirer, engager et convertir les prospects donc de manière plus efficace et durable. Alors franchement, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à intégrer l'inbound marketing dans votre stratégie globale ? Je pense qu'on est tous d'accord à cette table que les résultats pourraient vous surprendre. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans l'amélioration de votre visibilité en ligne, notre équipe, chez Maël et Zélie, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre stratégie SEO. Que vous ayez besoin d'une analyse approfondie de votre site web, de conseils personnalisés ou de services de création de contenu optimisés, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Construire votre visibilité en ligne. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. N'hésitez pas à partager autour de vous et si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. L'équipe sera toujours ravie d'échanger avec vous. Je vous propose d'aller écouter ensuite le podcast de ma chère collègue Lorraine qui porte sur l'intention de recherche. Je pense qu'il pourra vous intéresser si vous avez bien compris les notions de buyer persona, c'est des notions qui se relient entre elles. Donc voilà, je vous encourage à continuer à écouter ce podcast et merci à vous d'avoir écouté. Merci Mathilde. Si, pour ces nombreux conseils. Merci. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin ? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maël et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.